On s'est déjà tous demandé comment un ordinateur, comment une IA arrive à trouver la solution parfaite à un problème qui nous semble super complexe. Eh bien, ce n'est pas de la magie, non? C'est une sorte de recette, une quête méthodique pour trouver le chemin le plus intelligent. Et c'est cette quête qu'on va décortiquer ensemble. Prenez un GPS. On a tous eu ce moment où on le regarde recalculer un itinéraire en une fraction de seconde. C'est bluffant. Mais comment il fait concrètement? La réponse se trouve dans une méthode de résolution de problèmes qui est en fait universelle, et que l'IA utilise pour bien plus de choses que nous guider en voiture. Alors, par où on commence? Tout part de là. Avant même de chercher une solution, une IA doit d'abord comprendre les règles du jeu. C'est vraiment l'étape la plus cruciale de toutes. Il faut traduire un problème du monde réel en un langage que la machine peut comprendre et manipuler. En fait, que ce soit pour trouver le meilleur itinéraire, pour résoudre un sudoku ou même pour guider un robot dans un entrepôt, n'importe quel problème peut se résumer à ces 4 questions. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je veux aller? Quelles sont mes options? Et chaque option, elle me coûte quoi? Une fois que l'IA a ces 4 réponses, elle a sa feuille de route. La recherche peut enfin commencer. Ok donc, imaginez qu'on cherche des clés perdues dans une grande maison la nuit sans lumière. Les toutes premières stratégies de l'IA, les plus basiques, elles fonctionnent exactement comme ça. Elles sont très méthodiques, oui, très systématiques, mais elles n'ont aucune idée d'où chercher. Elles s'avancent complètement à l'aveugle. La première méthode, c'est ce qu'on appelle la recherche en largeur, ou BFS. Pour cela représenter, c'est simple. Imaginez une goutte d'eau qui tombe au point de départ. L'eau va s'étendre en cercle concentrique, explorant d'abord tout ce qui est juste à côté, puis tout ce qui est un peu plus loin, etc. C'est une vague qui explore niveau par niveau. L'algorithme ne va pas commencer à explorer l'étage avant d'avoir vérifié chaque pièce du rez-de-chaussée. L'avantage énorme de cette approche, c'est qu'elle est infaillible. Elle trouvera toujours le chemin le plus court en nombre d'étapes. C'est une garantie. Mais, parce qu'il y a un mais, et il est de taille, ça consomme une mémoire monstrueuse. L'ordinateur doit se souvenir de chaque porte ouverte, de chaque chemin exploré, et la liste peut devenir absolument gigantesque. À l'opposé complet, on a la recherche en profondeur, ou DFS. Là, on change de métier, on n'est plus une vague, on est un spéléologue. On choisit un tunnel et on fonce. On va jusqu'au bout. Si c'est une impasse, eh bien on fait demi-tour et on essaye le tunnel d'à côté. On explore en profondeur d'abord, on ne s'éparpille pas. Cette stratégie, elle, est incroyablement légère en mémoire. Elle n'a besoin de se souvenir que du chemin actuel. Et puis, si on a un coup de chance, elle peut tomber sur la solution super vite. Le problème, c'est que c'est un pari. On risque de trouver un chemin très long et de rater une solution bien plus simple juste à côté, ou pire, si on ne fait pas attention, de tourner en rond pour toujours. Donc on se retrouve avec 2 types d'explorateurs. Un qui est lent, mais super fiable, et un autre qui est rapide, mais qui prend des risques. Le point commun? Ils sont tous les 2 aveugles. La question qui va tout changer, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner un indice, une sorte de 6e sens pour les guider dans la bonne direction? Et la réponse, bien sûr, et oui, c'est là que l'IA commence à devenir vraiment intelligente. On quitte le monde de la recherche aveugle pour entrer dans celui de la recherche informée. On va donner à notre algorithme une petite information en plus, une sorte d'intuition, pour l'aider à flairer la solution. Et voilà l'algorithme STAR, le fameux A étoile, ou A star. Son secret? Il est très malin. Il ne se contente pas de regarder la distance déjà parcourue. Il ajoute à ça une estimation intelligente de la distance qu'il reste à faire. Cette estimation, c'est ce qu'on appelle une heuristique. C'est un peu comme chercher ses clés avec un petit appareil qui bip de plus en plus fort quand on s'en approche. Et pour voir comment A étoile prend ses décisions, ce tableau est parfait. Il calcule un score total pour chaque option. Ce que ça m'a déjà coûté, plus ce que j'estime qu'il me reste à faire. Dans notre exemple, même si le salon et la salle de bain sont à la même distance, il va choisir le salon, sans hésiter. Pourquoi? Parce que son signal est bien meilleur. Le score total est plus bas, donc il se dit que c'est probablement le bon chemin. C'est ça, son intelligence. A étoile, c'est fantastique pour trouver son chemin dans un labyrinthe. Mais que se passe-t-il quand le labyrinthe devient si grand, si complexe, que même une recherche intelligente n'est plus assez rapide? Pensez à un simple livreur avec seulement 10 arrêts à faire. Le nombre de trajets possibles, c'est ce chiffre. Plus de 3,5 millions. Explorer chaque possibilité, c'est juste impensable. Les méthodes qu'on a vues, elles ne suffisent plus. Alors, face à ces problèmes gigantesques, on est obligé de changer complètement de philosophie. Au lieu de partir de zéro et de construire le chemin parfait, on va faire l'inverse. On part d'une solution au hasard, même si elle est nulle, et on va chercher à l'améliorer, petit à petit. On ne construit plus, on optimise. On entre ici dans le monde fascinant de la recherche locale. Ces algorithmes sont parfaits pour les problèmes d'optimisation, comme organiser l'emploi du temps d'un hôpital ou le plan de vol d'une compagnie aérienne. Des problèmes où trouver la solution parfaite est quasi impossible, mais où une très bonne solution, c'est déjà une victoire incroyable.
Pour bien comprendre, imaginez deux alpinistes qui grimpent dans un brouillard épais. Le premier, c'est l'alpiniste hill climbing. Il est impatient. À chaque pas, il regarde juste autour de lui et prend la direction qui monte le plus. C'est rapide, mais il risque de se retrouver coincé sur une petite colline en croyant être au sommet. L'autre, c'est le recuit simulé, inspiré d'un forgeron. Au début, il est un peu fou. Il n'hésite pas à faire de grands sauts et même parfois à redescendre pour explorer un maximum de terrain. Puis, petit à petit, il se calme et se concentre sur la montée pour atteindre le vrai sommet. Il est plus lent, mais bien plus efficace pour ne pas se faire piéger. Jusqu'à maintenant, on a résolu des puzzles statiques, des labyrinthes. Mais que se passe-t-il quand le problème n'est plus une grille fixe, mais un adversaire? Un adversaire intelligent qui, lui aussi, essaye de gagner. C'est le défi ultime des jeux de stratégie comme les échecs, le Go ou même le morpion. La solution, c'est un algorithme qui s'appelle Minimax. Sa logique est celle d'un pessimiste absolu. Il part du principe que son adversaire est un génie, qui jouera toujours le meilleur coup possible contre lui. Alors, il se projette dans le futur et se demande « Si je fais ce coup pour maximiser mon score, quel est le coup que mon adversaire va faire pour minimiser ce score ?» Et en raisonnant comme ça, il choisit le coup qui lui garantit le meilleur résultat possible dans le pire des cas. Le seul souci avec Minimax, c'est qu'il est très gourmand en calcul. Il explore beaucoup trop de possibilités inutiles. Et ce graphique, il illustre de façon spectaculaire. La grande barre, c'est Minimax tout seul. La toute petite à côté, c'est le même algorithme, mais avec une optimisation géniale, l'élagage alpha-bêta. Cette technique lui permet de couper des branches entières de l'arbre de recherche en se disant « pas la peine d'explorer par là, je sais déjà que c'est une mauvaise idée ». Le gain de performance est juste phénoménal. Et il ne faut pas croire que ça se limite au jeu, loin de là. Ces techniques de recherche contre un adversaire sont utilisées aujourd'hui dans des scénarios du monde réel avec des enjeux énormes. Ça sert à modéliser les réactions de concurrents en économie, à aider des systèmes de négociation automatique ou même à anticiper des stratégies militaires. Et voilà, le voyage est terminé. Du simple explorateur qui tâtonne dans le noir au grand stratège qui anticipe les coups de l'adversaire, on a vu comment les algorithmes transforment des problèmes qui semblent insolubles en une série d'étapes logiques et calculées. Aujourd'hui, ils sont partout. La question n'est donc plus de savoir si les machines peuvent résoudre nos problèmes, mais plutôt de choisir les bons problèmes à leur confier. Alors quels seront les prochains ?